Ta 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 la ta 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 la ta 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 la ta. Ta 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 la ta 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 la ta 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 la ta. Eh bien bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce troisième numéro de Lock and Pop. Moi c'est Raph, Moi c'est Nico. bonjour Nico. Salut Raph. Numéro un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on va vous proposer de revoir un tout petit peu notre formule. On va faire un petit peu chacun notre tour. C'est-à-dire que moi je vais vous présenter un film plus ou moins récent. Nico, toi tu vas nous présenter un film un peu plus ancien. Ouais. En revanche, pour la troisième œuvre, pour le jeu ou quoi que ce soit, ce sera comme d'habitude. Donc toi tu as choisi une troisième œuvre, moi j'en ai choisi une aussi. Voilà. Juste que on parle chacun d'un film et ensuite on enquille sur la troisième partie. C'est Lock and Pop épisode 3, c'est parti. Donc, pour cette première partie, je vous propose de vous raconter une histoire. L'histoire, en fait, de deux jeunes metteurs en scène. L'un est américain, l'autre est américano-portugais, c'est-à-dire qu'il est né à Paris, mais il a vécu les premières années de sa vie au Portugal. Et les deux s'appellent Jordan Downey et Kevin Stewart. Ce sont deux jeunes cinéastes, en fait, qui se sont rencontrés sur les bancs de l'université et qui réalisent en 2008 un petit film assez amateur, qu'il tourne pour $3 500 de budget, qui s'appelle Thanksgiving. Donc, qui est une variation autour de Thanksgiving, qui est un slasher en fait, où une dinde mutante tue des étudiants dans un camp de vacances ou je sais pas quoi, le jour de Thanksgiving, tu vois. Et tu ne parles pas de celui-là quoi. Je vais Parce pas que vous là on parler a de été celui-là. là, putain, j'ai trop envie de le voir celui-là. Alors, c'est très amateur, hein, c'est un film étudiant limite. Ça rappelle en fait les films de trauma et les petits monstres comme ça des années 80 comme les Gremlins ou Critters. Et d'ailleurs, je vais sans doute vous en reparler de Critters parce que c'est un film qui a pas mal compté dans le parcours de cinéphile, notamment de Jordan Downey et aussi un petit peu de Kevin Stewart. Donc voilà, influence de films trauma, des monstres des années 80, de films de monstres des années 80, avec un petit côté Jim Henson. Jim Henson, c'est le mec qui a créé les Muppets et tout, machin. Donc, parce que la dinde en question est un props en fait, hein, c'est une maquette, un mélange de marionnettes et de maquettes. Donc voilà, Thanksgiving 2008 pour $3 500 de budget, petit succès d'estime, le film tourne un petit peu, il commence à se faire un petit peu connaître. Succès qui leur permet de financer une suite, cette fois-ci en crowdfunding, une suite qui s'appelle Thanksgiving 3. Oh, Quelle idée. Quelle idée. Oh. Donc à la manière d'un Brise de Nice, tu vois, Oh, il putain. skip le 2, tu vois, pour Oh, t'es faire... salaud. Oh, t'es salaud. Bah quoi. Oh, c'est dur. Mais on sait d'où vient l'idée de Brise de Nice 3, tu vois, ça vient de Thanksgiving, Ouais. de Jordan Downey et Kevin Stewart, quoi. Donc Thanksgiving 3, qui lui sort en 2012, qui fait l'objet d'une campagne de crowdfunding et qui réussit à lever $112 000, et qui en fait, en 2012, était le plus gros crowdfunding de la plateforme Kickstarter. Bon, pour le coup, j'avais pas forcément envie de voir le premier Thanksgiving parce que, comme je t'ai dit, il y a un film amateur et tout, machin. En revanche, le deuxième a plutôt une belle gueule. C'est-à-dire que les créatures, maintenant il y en a plusieurs, il y a plusieurs dindes sauvages et tout, machin. Ils sont créés par un mec qui s'appelle Troy Smith. Il est pas du tout connu, le mec. Il a vraiment bossé que avec eux. Et c'est un type qui va revenir sur absolument tous les projets qu'ils vont faire, dont le film dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Downey et Stewart font quelques courts-métrages ensemble et de leur côté. Et un jour, ils se disent qu'ils aimeraient bien encore retravailler à nouveau tous les deux. L'un est plutôt réalisateur, Jordan Downey. Kevin Stewart, lui, est plutôt au scénar et à la photo. Et en fait, quelques années après Thanksgiving 3, ils ont pour projet de tourner au Portugal. Vu que Stewart a passé les 17 premières années de sa vie au Portugal, ils ont comme ça pour idée d'aller, un de ces quatre, tourner là-bas, quoi. Et lors d'une retraite de scénaristes, où en fait ils s'enferment tous dans une baraque et ils brainstorment, moi je pense qu'ils picolent et... À la coque pour le moment, mais ça cale. lors d'une retraite, ce qu'ils appellent une retraite de scénaristes, ils imaginent une scène dans un monde de fantasy, un chasseur de primes qui rentre chez lui après une mission, avec en portant un sac. Dans ce sac, il y a quoi? Il y a une tête. Une tête qui dépose devant un mur sur lequel sont clouées des têtes de monstres. Génial.
Et donc ça, ce sera l'idée de départ pour leur prochain film, qui va d'abord s'appeler The Head, mais qui deviendra par la suite The Headhunter. C'est une bonne idée, ça fait un peu penser à l'image de Predator 2 quand il rentre dans le vaisseau avec toutes les têtes. Il y a de ça. Le truc, c'est qu'en faisant les recherches, Jordan Downey, le réalisateur de The Headhunter, a une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, il a posté ses courts-métrages qu'il a fait quand il était encore à la fac et d'autres courts-métrages sur lesquels il a bossé après. Et il se trouve que c'est un gros fan du film Critters, qui est un film de monstres qui est sorti en 1986, je crois, qui est dans la totale lignée des Gremlins. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'extraterrestres, en fait, qui sont représentés sous la forme de petites boules avec des grandes dents et des gros yeux menaçants. Ils volent un vaisseau spatial à une espèce de civilisation intergalactique, vaisseau spatial qui s'écrase sur Terre. En fait, ils atterrissent pas loin d'une ferme, et donc on va suivre en même temps le propriétaire de la ferme avec sa petite famille et son gamin un petit peu espiègle. Et donc les Critters vont commencer à bouffer en gros tout ce qui bouge et à foutre la merde dans le petit patelin du Midwest. Ouais. Voilà. Et ça s'adresse vraiment, sans doute à des adolescents, tu vois, mais j'imagine qu'il y a plein de gamins, et lui, Jordan Downey, a découvert ce film alors qu'il était tout môme, et ça a eu énormément d'influence dans sa cinéphilie et dans la manière dont il fait des films. Et quelques années avant de faire The Headhunter, c'est en 2014, il a réalisé un petit court-métrage qui s'appelle Critters Bounty Hunter, dans lequel il incarne un chasseur de primes, comme ça, qui se balade dans une maison à la recherche des créatures. Et vu que les créatures, en fait, ce sont des petites boules, il va prendre, en fait, un critter, et il va sortir un couteau, et clouer la tête sur le mur avec le couteau. Ce qui est un truc qu'on retrouvera dans The Headhunter plus tard, tu vois. Okay. C'est un trip visuel, en fait, qu'il a eu en regardant Critters, qu'il a remis dans son court-métrage Critters, et qui fera l'objet de quasiment tout le film de Headhunter, quoi. Mais enfin, je vous conseille vraiment de regarder les courts-métrages de Jordan Downey. C'est des petits trips assez sympas. Il fait surtout de l'horreur parce que c'est son dada. Mais non, c'est vraiment pas mal intéressant. Là. Donc du coup, termine ta chips, va. Downey, t'inquiète pas. Donc Downey et Stewart imaginent donc cette scène avec un chasseur de primes qui ramène une tête et qui la cloue à son mur. Et donc ce sera le point de départ de The Headhunter, qui est sorti au cinéma aux USA et en VOD en même temps, en avril 2019. Après avoir fait quelques festivals, et en support physique uniquement le 3 mars en France, le 3 mars 2020. Okay. Le film connaît un bouche à oreille assez important, notamment en fait grâce à son budget que tu vas essayer de deviner. Devine combien ce film a coûté. Alors, j'ai été affairé quand tu m'as dit 120 000 pour un Kickstarter pour son dernier film. Mais c'était ma question. Il y a un studio derrière ? Tu lances le film, t'as plein de petites boîtes de prod que tu reconnais pas, que tu ne connais absolument pas. Ouais, ok. Donc non, en tout cas, tu n'as pas de majors. Ok. 750 000 euros. 750 000 euros. Dollars. Dollars. On va parler en dollars. Non, tu es bien au-dessus. Waouh. 250 000. Non. 70 000 dollars. T'es encore au-dessus. Putain. 27 000 dollars. T'es en dessous. 35 000. T'es au-dessus. 30 000. 30 000 dollars. Oh putain. Le film a coûté 30 000 dollars. Bon, c'est devenu un espèce d'argument marketing. Cela dit, il ne s'en cache pas, c'est vraiment 30 000 dollars, catering compris, billets d'avion compris. Pour le Portugal. Pour le Portugal, ouais. Parce que t'as précisé que ça a été tourné là-bas. Le film a été tourné à la fois en Californie pour les scènes dans la maison, parce que une partie du film se passe en fait dans une petite bicoque dans la forêt. Donc ces parties-là ont été tournées en Californie. En revanche, le reste du film, tout ce qui est plan dans des décors un petit peu plus vastes et tout machin, a été tourné au Portugal. Donc pour vous résumer un petit peu le film, on est dans un monde de ce qu'on va appeler la dark fantasy, donc qui va rappeler quelques jeux vidéo comme Skyrim, comme The Witcher ou Bloodborne par exemple. Et on suit un chasseur de primes qui vit en ermite dans sa petite bicoque dans la forêt et qui régulièrement reçoit un message en fait provenant d'un château fort non loin. Ce message en fait est un avis de recherche avec 2-3 écritures et le portrait d'une créature.
Et son boulot, ça va être d'aller chasser cette créature, d'être payé par ce château fort dont on ne voit jamais les résidents. Manque de fric. Manque de fric et surtout il n'y a pas besoin, ça génial. apporte un truc au personnage, Bien tu sûr. vois, ça renforce son côté ermite et solitaire. C'est vrai. Le truc c'est que son délire, c'est à chaque fois qu'il va buter une créature, il va en rapporter la tête. Il a un mur recouvert de têtes de créatures qu'il cloue en fait avec des piquets en bois quoi. On apprend que cet ermite a eu une fille, qu'elle est morte, tuée par une créature, et que cette créature il n'est pas parvenu à l'éliminer. Et il vit en fait un petit peu au jour le jour dans l'attente que cette créature refasse surface pour pouvoir aller venger sa fille quoi. Classique, mais ça marche. Classique, ça marche très 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 bien. C'est de la fantasy horreur en fait. Ouais. C'est un film d'horreur dans un univers d'heroic fantasy qui rappelle, comme je l'ai dit, quelques jeux vidéo comme Skyrim, The Witcher et tout machin. Non seulement dans son esthétique, mais aussi dans certaines scènes en fait. C'est-à-dire que le film va commencer, on suit donc ce chasseur de primes dans sa cahute, alors qu'il est en train de préparer une espèce de potion en fait. On le voit faire cuire des trucs sur un feu de camp, en prélever le liquide, qu'il va mélanger avec d'autres ingrédients. Il va prendre des os, des os d'oiseaux par exemple, il va les moudre, mélanger ça avec le liquide, foutre ça dans un bol et mettre le bol de côté. On sait absolument pas de quoi il s'agit. On va apprendre plus tard en fait ce à quoi cette potion va lui servir. Mais donc voilà, il y a un petit côté, préparation du héros avant sa mission, ce qui est complètement une mécanique de RPG au final. Pour vous faire une petite critique de ce film, il faut dire ce qui est, c'est un film à $30 000. Putain. Le truc c'est que pour un film à $30 000, c'est extrêmement bien produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget des films indépendants style Blumhouse et tout, on est aux alentours, entre 1,5 million et 5 millions, à peu près, pour produire un film. Là, on est devant un truc qui est produit pour $30 000 fucking dollars, quoi. Les costumes. Les J'ai costumes. l'impression que c'est juste 30 000 balles, juste pour les costumes, quoi. Ils sont magnifiques. Mais il n'y a qu'un seul comédien habillé. Ouais. Et ils ont fait appel, j'ai pas noté, je crois pas avoir noté son nom, mais ils ont fait un appel à un styliste espagnol, en fait, que tu peux trouver sur Instagram, un costumier, en fait, ouais. quoi, qui a, je pense qu'il doit bosser pour tous les trucs de rôliste, en fait, tu vois, qui fait des Ça manque armures, pas là-bas. je pense pas que ça manque, mais qui a vraiment fait un excellent, mais vraiment un excellent travail. Le costume est magnifique et il te le filme vraiment sous toutes les coutures. Il a un casque profilé comme ça, un machin. Non, c'est vraiment très 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 beau. L'acteur a une super prestance. C'est un acteur norvégien qui n'a tourné que dans des courts-métrages et des pubs, en fait, avant de faire ça. Et voilà, donc le mec tient le film sur ses épaules, à lui tout seul. Tu me dirais pas. Il parle J'imagine. très peu. Et le truc, c'est que vu qu'il parle peu, ils ont tourné 2 versions du film. Une version où il parle en anglais et une autre où il parle en norvégien. Donc il existe une version norvégienne du film. Génial. Pour la petite anecdote. Donc le budget est très limité, mais comme je te dis, le film est extrêmement bien produit. C'est-à-dire que on va passer le plus clair de notre temps dans cette petite baraque, une espèce de chaumière, tu vois, mais avec un soin du détail absolument énorme. C'est-à-dire que il va avoir son feu de camp en face de chez lui. Tu vas toujours avoir, des vêtements qui pendent et tout. Et je veux dire, tu peux vraiment ressentir ce côté hyper crasseux, en fait. Tu vois, c'est le genre de décor que tu peux limite sentir, tu vois. Il te filme vraiment les flaques de sang séché par terre, sous les têtes qui sont en train de pendre. Ok. T'as de la cire de bougie qui coule de partout, t'as toujours, un petit peu de fumée ou de vapeur qui va sortir d'un truc, des machins qui pendent. Tout autour de sa maison, il a dressé en fait entre les arbres des fils avec des os d'animaux pour être prévenu si jamais il y a un monstre qui débaroule. Et pour pouvoir lui faire sa fête, il y a un souci du détail absolument énorme, ce qui fait que tu es complètement immergé en fait dans cet univers alors qu'il ne te le montre carrément pas. Ok. Tu vois, faut savoir que les combats tu ne les verras absolument jamais quoi. Tout va être hors champ. Tu n'entendras que des sons de lames qui s'entrechoquent et des cris de créatures absolument horribles et stridents. En revanche, ce que tu vois de ces monstres, ce sont leurs têtes. Et le truc, en fait, c'est Jordan Downey raconte en fait l'anecdote autour des têtes des monstres. Ils sont en fait allés
le lendemain d'Halloween dans un magasin de masques en fait et de trucs de farce et attrape, de masques d'Halloween. Mais ils y sont allés le lendemain quand tout était bradé à moins 75%. Et ils ont acheté absolument tout. Ils ont acheté pour 200 ou 300 dollars de masques, d'épées, de trucs en fait qui faisaient un peu fantaisie moyenâgeuse. Génial. Et en fait, toutes les têtes que tu vois clouées au mur, ce sont des masques de sorcières, des masques de trolls, de gobelins et tout, qu'ils ont grimés, qu'ils ont un petit peu fait fondre par-ci par-là, Ouais. pour leur donner un côté un petit peu poisseux, qui correspond vachement au décor dans lequel ils évoluent. Ouais. Rajouter un peu de sang, machin et tout, t'y crois juste à fond, quoi. Génial. Et c'est là une des grosses forces du film en fait, c'est que malgré son budget limité, il parvient à créer un univers, à t'immerger dedans, et ça passe pas que par les scènes d'action, par ces chasses aux monstres en fait. Mhm. T'as par exemple un moment où juste le gars traverse une plaine, il tombe sur un ruisseau, il commence à boire de l'eau du ruisseau, et tout d'un coup on commence à entendre... Il est filmé en plongée, il lève la tête, et là tu vois qu'il prend une tête un petit peu inquiète, il commence à mettre la main sur le pommeau de son épée, et tu vois juste une ombre. Ouais. Tu vois juste une ombre lui passer dessus, et lui qui la regarde passer, qui enlève la main de son épée, et qui recommence à voir. Ok. Donc tu comprends qu'il y a un dragon qui vient de passer au-dessus. Ouais. Tu ne l'as pas vu, tu n'as juste vu qu'une ombre sur le personnage. La scène sert pas à grand chose. Mais c'est une pierre à l'édifice de l'univers dans lequel tu es. Mais c'est ça, et ça le rend crédible et immersif. Ouais, quand tu t'en parles, j'ai envie. Mais outre le budget, outre tout ce qu'il y a, Mhm. t'y crois à ce personnage-là du au point B jusqu'à la fin du film? Est-ce Ouais. qu'il a une véritable chase, genre donc du Ah coup, ouais. j'imagine qu'il doit créer une rédemption vis-à-vis de sa fille et tuer la personne qu'il a Bah, il veut voilà. venger sa Venger fille. sa fille et t'y crois de A à Z. Ah, t'y crois complètement. Génial. Ok. En revanche, donc va y avoir un antagoniste dans ce film, donc une créature qu'ils ont appelée The Head. Tu vas pas la voir énormément, les combats vont surtout être soit ellipsés, soit hors champ, mais c'est une créature qui va se transformer. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne vois que sa tête. Alors, je sais même pas si tu la vois vraiment, sa tête. Mais elle va muter. Et par contre, tu vois un petit peu de la mutation. Et c'est des effets spéciaux qui rappellent vachement le boulot de Rob Bottin dans The Thing, en fait. Ok. C'est le film qui te vient tout de suite à l'esprit quand tu vois cette créature en train de se transformer. C'est toujours des os qui craquent, tu vois, et un corps qui se forme. Et c'est extrêmement réussi, quoi. Un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, il faut dire que donc il y a un seul acteur et que le film est quasiment muet en fait, quoi. Il a vraiment pas énormément de scènes de dialogue, ce qui fait que la narration est surtout visuelle. Et ça c'est toujours très cool dans des films comme ça qui reposent uniquement sur l'image. Bon, ça me fait toujours plaisir de voir ça, surtout avec un budget aussi serré. La tentation quand tu as un budget comme ça que tu peux pas montrer énormément de choses, c'est de faire passer pas mal de trucs par le dialogue, et c'est un écueil dans lequel ne tombe absolument pas le film. Donc ouais, la principale force du film, je te dis, c'est de construire un univers palpable et crédible, avec une économie de moyens, mais des moyens extrêmement maîtrisés. Il transforme en fait des contraintes de budget en idées de mise en scène. Donc c'est un film qui est très imparfait, c'est un film qui est assez lent, qui vire parfois limite un petit peu dans le contemplatif. En revanche, juste c'est absolument impressionnant ce qu'il arrive à faire avec aussi peu de moyens et surtout le talent qu'il y a derrière, quoi. Donc c'est une véritable curiosité avec une maîtrise parfaite de ses moyens et de ses ambitions, et c'est juste de l'artisanat pur et dur, quoi. Ok. Et on peut le mater où? Tu dois pouvoir le trouver en VOD, il est dispo en support physique, en Oh. Blu-ray. Toujours moyen de voir un film, hein, de toute Génial, façon, bien sûr. à cette époque. Écoute, voilà pour moi pour The Headhunter. Donc voilà, vraie curiosité, moi que je vous conseille si vous aimez la fantasy, si vous aimez l'horreur, et que vous aimez juste le travail très bien fait, quoi, très 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 bien fait. Si vous aimez les effets spéciaux, comme ça, le côté un petit peu artisanal, c'est un petit bonbon, quoi. Un petit bonbon. Ouais, c'est tout pour moi.
Mais du coup, Nico, je te propose d'enquiller sur ton film, qui est Backdraft. Backdraft. Qu'est-ce que ça veut dire Backdraft? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Backdraft? Ben, écoute, faut savoir que mon souvenir du film est encore très très frais parce que je l'ai vu juste avant cet enregistrement. Donc un Backdraft, si je fais bien, c'est un retour de flamme. Exactement. Donc c'est un film de 91. Pour les francophones, c'est un 91 de Ron Howard. Alors la plupart des spectateurs se souviennent de Ron Howard actuellement pour Solo. Ouais. Pour la trilogie Da Vinci Code. Aussi. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est que c'est un putain de bon réalisateur. Déjà un acteur qui jouait dans Happy Days, qui jouait Richie. Et après, qui est monté petit à petit en réalisation et qui a fait Willow. Qui est sa première réalisation. Qui est sa première, qui doit être sa deuxième. Parce que tout de suite après Willow, il a enchaîné avec Backdraft. Ah, ouais. Sérieux? Non. Exactement. Et c'est ça j'étais un peu sur le cul, c'est que c'est un réal qui pour moi, et on en parlait dans une soirée un peu arrosée tous les deux, un petit côté Steven Soderbergh, qui change de style et qui essaye de tester. Il n'a pas de prétention égotique, égomaniaque. C'est pas un mec qui a de l'ego. Alors probablement, certes, mais pas à la réal qu'on peut trouver maintenant comme des Josh Whedon qui ont réalisé Buffy et Avengers et qui maintenant qui sont plus pétés. Là, c'est vraiment un mec qui a réalisé, attendez les gars, c'est Apollo 13 quoi, avec Tom Hanks. C'est bien mais peut mieux faire. Oui, c'est jamais extraordinaire. C'est pas juste le truc pour moi, le film qui m'a marqué de Ron Howard, c'est Backdraft, et on va en parler tous les deux, et Apollo 13. Apollo 13, mais parce que ça touche aussi sur des putains d'acteurs, c'est une histoire incroyable, et la réalisation est là. Peu importe si c'est pas des effets de dingue de réal, c'est arriver à tenir un scénario de A à Z, et de maintenir une certaine tension. Et c'est ça que j'adore chez Ron Howard. Il arrive à te tenir et à te faire rester sur ta chaise pendant 2 heures, quoi. Voire 2 heures et demie pour Apollo 13. Et je voulais parler de Backdraft parce que quelle était ma surprise quand je me lève et je reçois un pop-up d'un certain site de piratage qui me dit « Ah bah tiens, tu veux pas regarder Backdraft 2 ?» Je fais ils ont fait un Backdraft 2 qui est sorti l'année dernière. Avec William Baldwin, avec Donald Sutherland, 2 acteurs qui jouent dans le premier. Donald Sutherland. Ouais. Toujours dans son rôle de psychopathe. Tout à fait. Prison, apparemment, parce que j'ai vu la bande-annonce et fait mais pas, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de parler de ce mec, de Ron Howard et plus particulièrement de Backdraft, parce que je trouve que c'est un film assez extraordinaire. Parce que quand t'es Ron Howard, tu sors de Willow qui a eu un très bon succès et tu sais pas trop sur quoi enquiller. Et là, le studio lui propose directement un scénario clé en main pour le réaliser. Faut savoir que il y a un certain Johnny Depp qui devait jouer les rôles et d'autres grands noms d'Hollywood parce que le scénar plaisait énormément. Et c'est William Baldwin qui a décroché le rôle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, on le saura par la suite. Mais voilà, donc le film se passe à Chicago. On suit une brigade de pompiers. Et là, on est dans le American Way of Life, quoi. C'est de l'américain. Les pompiers, c'est des sauveurs, on peut pas y toucher. C'est du pompier porn. Ah oui, mais on est d'accord. C'est du fireman porn, moi j'ai halluciné. Et je vois ce que tu veux, parce que je t'imagine très bien, toi, en train de te pouffer de rire quand il y a un peu d'eau, t'as un pompier qui sort d'une intervention, il met de l'eau dans son casque et qui le met en ralenti sur sa gueule. J'imagine ta gueule. Pour te dire, quand elle est passée la scène, avec cette musique pop très fin années 80, début années 90, avec des scènes tournées au ralenti, des mecs qui s'aspergent avec le tuyau, tu vois. Mais il faut s'asperger avec un tuyau, putain. Pourquoi t'es comme ça? Je
que je le coupe ou est-ce que je le garde? Ça, il faut s'asperger avec un Il faut tuyau. toujours s'asperger avec un tuyau, c'est important. Non, mais c'est formidable. Et juste des plans de mecs qui dévissent et tout, des arrivées d'eau pour pouvoir brancher leur... Ok. Bon, ça, c'est le truc, c'est le côté, c'est les trucs du film qui ont vieilli. Maintenant. Mais qui est un peu dans la lignée de Top Gun, quoi. Ah, mais c'est je que- pense tu que vois, le truc, mais c'est. tu ressens cette patte un peu des années 90. Il faut Bah, prendre soin ouais, des encore un peu années militaires. 80. Avant que je te pousse à regarder ce film, est-ce que tu savais qu'il y avait Robert De Niro dans ce film? J'ai dû le voir, mais j'avais zappé. Et, C'est étonnant, voilà. ça fait une petite claque, tu vois, c'est une petite claque supplémentaire. Tu dis, Ouais, oh putain, non, Robert, qu'est-ce que tu fais là, il est, putain? il est vraiment très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé son personnage à Robert De Niro en plus dans le film. Glauque. Il est un peu glauque. Il est un petit peu glauque. Moi, je le soupçonnais. Bon, je pense que c'est un réflexe que tu dois avoir. Je le soupçonnais d'être l'auteur des crimes, Tout à fait. l'auteur des feux, parce qu'il y a toute une histoire autour d'incendies criminels dans le film. Oui, tout à fait. J'en ai pas parlé du tout. Mais en fait, c'est compliqué de vous résumer le film parce que c'est un mélange de tragédie entre frères. Donc, c'est une famille de pompiers. Donc, la première scène, c'est les gamins de 10 ans qui suivent leur papa qui est pompier sur une intervention. Le papa meurt en pleine intervention et l'un des fils est témoin de la scène. Quelques années plus tard, on se rend compte qu'il y avait deux frères. L'un est devenu pompier pour suivre les traces de son père, et l'autre fait des petits boulots à droite et à gauche pour éviter un peu la pression que représente le fantôme de son père qui était et qui est maintenant reste dans l'image collective d'un pompier extraordinaire qui meurt au combat, quoi. Et du coup, tu suis en fait ces deux frères-là à travers cette brigade. William Baldwin n'arrive pas à gérer la pression que met son frère Kurt Russell, qui est responsable de la brigade de pompiers, donc décide de quitter la brigade et est embrigadé par une ex, c'est très compliqué, par une ex qui lui propose de travailler pour la mère, qui essaye en fait de détacher une unité spéciale de reconnaissance pour mieux comprendre pourquoi il y a autant de feux dans les villes de Chicago. Parce qu'il y a énormément dans la vie comme dans la vie réelle, de feux provoqués pour récupérer l'assurance. Donc, le travail de Robert De Niro, par exemple, dans cette unité-là, qui est le chef, qui est en fait, en gros, de savoir d'où vient le feu, si c'est accidentel ou si c'est véritablement intentionnel. Et ensuite, donc, William Baldwin qui passe à travers le prisme du « je veux être pompier, je veux plus être pompier parce que la pression de mon frère », puis après, aller dans le côté investigation avec Robert De Niro pour déceler véritablement quels sont les problèmes, vraiment comprendre le feu. Et ça, moi, j'ai bien aimé dans le film, c'est le feu est un personnage principal. C'est ce que j'adore, et c'est pour ça que je défendrai le film à tout point. C'est qu'en fait, le feu a un bruit, il a une approche, il a un son pertinent, il a une véritable présence, une façon de bouger, et tous les personnages qui parlent du feu dans le film le représentent comme un personnage principal. C'est qu'ils ont des termes comme si c'était une véritable personne. Comme si c'était une créature, comme si c'était Oui, un monstre. oui, ouais, tout à fait. Qui se nourrit du bois et qui évolue, quoi. Ils en font un être humain, quoi. Enfin, un être vivant. Oui, un être vivant. Ils décrivent vraiment le feu comme une créature. Et c'est ça qui est assez. C'est ça que j'ai retenu, moi. Bon, je t'avoue, le film est pas forcément hyper bien équilibré entre l'histoire entre, enfin, le drame fraternel, oui. L'enquête que je trouve vraiment très très cool, entre ces deux pans du film, je trouve qu'il y a un petit peu un déséquilibre. Non pas que l'un va prendre le pas sur l'autre, mais l'un est moins intéressant que l'autre, je trouve. La relation entre les deux frères marche plus ou moins, j'y ai cru. Le personnage principal, ça va, je me suis attaché à lui, même si je trouve pas que William Baldwin soit forcément extraordinaire. J'adore Kurt Russell, je trouve que c'est un super acteur, il n'y a pas de problème, mais son personnage m'a emmerdé.
vieux con là, c'est le côté un peu vieux con qui est donneur de sang. Ben, le côté, le truc c'est que les personnages sont écrits, ça tu peux pas lui enlever au film. Bon, tu as ce petit frère qui a assisté à la mort de son père et qui n'arrive pas à passer outre, qui n'arrive pas vraiment à être un pompier accompli comme son grand frère, Ouais. mais justement parce qu'il a assisté à la mort du padré. Euh, ça fonctionne assez. Il va trouver une alternative en fait, quoi. Tout à fait. Hein. Mais on passe peut-être un petit peu trop de temps sur lui qui essaye d'être pompier et qui n'y arrive pas. Il y a un peu une pseudo-histoire de cul qui sert à rien personnellement. Avec Jennifer Jason Leigh. Ouais, qui sert à rien. En Ouais, fait, ça le sert à retire, rien. ça apporte rien en fait. Oui, ça apporte, ça a une utilité, mais bon, les gonzesses dedans, comme n'importe quel film dans le genre, sont plus des accessoires qu'autre chose, Mais oui. et n'ont pas énormément de trucs à défendre. Mais voilà, tout ce qui concerne William Baldwin, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si, à mon sens, on s'attarde un peu trop sur lui qui échoue, voilà, enfin, il est vraiment prétexte à faire du pompier porn, je trouve, tu vois. Ouais, sauf que c'est ce deuxième acte et demi qui en fait l'emmène dans ce bureau d'investigation qui cut un ça. peu les trucs prédéfinis. Parce que tu pourrais reprocher au film d'être un pompier porn si tu vois toute la progression de William Baldwin qui a du mal à être pompier, qui se prend des tares par son frère. Mais après, en fait, il retrouve le goût et il devient pompier. Tu vois, avoir cette prolongation. Ça, c'est ça. Tu l'as. Parce que Oui, c'est mais l'histoire du film au final. À la fin, où sans Devient spoiler, pompier. il devient pompier et un Tout à fait. pompier accompli à l'image de son frère et de son père. Tout à fait. Donc voilà, ça va être le but du film. Je trouve qu'on passe un peu trop de temps sur ses échecs et du coup le film traîne un petit peu en longueur, là où le film se rattrape, et je pense que ça aurait dû être le focus principal du scénario, c'est sur les affaires criminelles. Tout ce qui concerne le personnage de Robert De Niro, qui est inspecteur, en fait, dont la fonction, comme tu disais, est de déterminer les causes de l'incendie, si c'est une cause criminelle, si c'est accidentel ou quoi. Ouais. Il se trouve que dans ces cas-là, c'est criminel. Ouais. Et il se trouve en plus, qu'un conseiller à la mairie serait potentiellement impliqué dans cette histoire, mais c'est pas forcément d'étouffer l'affaire, mais qu'elle se règle le plus vite possible parce qu'il serait potentiellement en danger. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment passionnant. Ça marche d'autant plus que c'est une relation extrêmement perverse avec Donald Sutherland. En fait, son univers ne marche presque que à travers le dos Robert De Niro aborde avec il a un dos et en fait c'est une personne totalement cramée. Dans le dos, on sent qu'il y a un backstory, on n'en parle pas vraiment, mais elle est suggérée par cette rencontre avec Donald Sutherland qui est un pyromane qui doit terroriste. être un terroriste pyromane terroriste. Ouais, qui est en fait le spectateur est introduit son personnage est introduit par le spectateur vis-à-vis d'une scène qui est sur un parloir où cette personne-là est en prison et essaye de défendre en fait sa liberté sous caution, sa liberté conditionnelle. Et en fait, De Niro, à chaque fois, son personnage vient à chaque fois pour vraiment expliquer aux gens, ces bureaucrates qui ne comprennent rien à la vie sur le terrain, que en fait c'est véritablement un psychopathe et il faut que Donald Sutherland reste sous les verrous. Et cette relation, en fait, c'est une scène. Hein. Elle est très 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 simple, sauf qu'elle marche divinement bien. Tu comprends qu'il y a vraiment des psychopathes on appelle des pyromanes. Et Donald joue divinement bien. Il y a une relation extrêmement perverse entre Donald Sutherland et Robert De Niro. Et ça donne envie d'un film comme ça. Maintenant que tu en parles, s'il faut un Backdraft 2, moi j'aimerais bien voir De Niro versus Donald Sutherland, genre leur backstory ou un truc qui explore vraiment la relation entre les deux, parce que c'est vrai que c'est deux scènes, hein, c'est rien, mais ça marche du tonnerre et tu réalises vraiment qu'il y a une relation très perverse entre les deux, parce que lui continue à venir le voir en prison, De Niro continue de voir ce psychopathe en prison, parce qu'il l'aide en fait à résoudre des crimes. Oui,
Non, tout à fait. Et En puis, étant pyromane, ouais, bon, bah, là je suis en train de bosser sur cette affaire et tout, qu'est-ce que tu en penses, machin. Bah, c'est plutôt William Baldwin qui va faire ça. Oui. Mais tu sens que si De Niro continue à aller voir Donald Sutherland en prison, c'est pour ces raisons-là aussi. Bien C'est sûr. parce qu'il va lui permettre de décrypter des crimes qui sont connus maintenant. Et je trouvais tout à fait d'accord. Et ce que je trouve encore plus pervers dans ces séquences-là, et tu le ressens encore plus, c'est que c'est des deux fanatiques de feu. L'un est passé à gauche, l'autre est passé à droite. L'un défend l'humain, l'autre a envie de le détruire. Mais ils ont tous les deux cette fascination pour le feu qu'ils retransmettent comme un... Enfin, quand Robert De Niro arrive dans une scène de crime du feu, il pourrait en parler comme Donald Sutherland, parce que il en parle comme si c'était une bête, comme on en a parlé au tout début. C'est une bête qui dévore le feu et qui a besoin d'oxygène pour vivre et qui se développe à travers ça. Et les deux ont une fascination perverse pour le feu. Donc les deux ont une façon de parler différente, mais qui se rejoignent. En fin de compte, c'est deux amateurs de feu. Et c'est intéressant d'avoir cette idée en tête en disant que le pompier, s'il est attiré par ça, c'est aussi par un élément si destructeur, si hard, c'est qu'il y a aussi une fascination pour lui. Peut-être un respect un peu plus autre qu'un pyromane, mais ils ont le même respect et la même fascination pour cette chose, quoi. C'est ça qui est intéressant. T'as cette scène où Robert De Niro et William Baldwin, Robert De Niro, voilà, enquêteur, et William Baldwin qui vient juste d'intégrer ce département parce qu'il n'a pas réussi à être pompier, du coup, un petit peu par défaut, il rejoint l'équipe de Niro. Donc voilà, De Niro et William Baldwin sont apprentis dans une scène de crime, dans une pièce complètement brûlée. De Niro qui prend un récipient, un flacon d'essence, de produits inflammables, qui asperge vraiment une poutre qui va du sol jusqu'au plafond, qui fout le feu, juste pour avoir cette flamme qui va monter du sol jusqu'au plafond et faire comprendre à Baldwin que le feu, c'est pas juste... ça, c'est le délire du film, mais le feu est une créature vivante, elle ne répond pas que aux lois de la physique, elle a sa volonté propre, elle va à droite, à gauche, à droite, à gauche, où elle veut, exactement. Elle va consumer plutôt absolument ce qu'elle veut. Et ouais, c'est vrai que là, tu ressens un peu la fascination un petit peu morbide de Niro pour le feu. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment très très intéressant, qui est à sauver, c'est toute l'enquête, parce que moi j'ai été pris dans cette enquête. À sauver. À sauver, non, pas à sauver, mais je trouve que c'est le truc le plus intéressant, intéressant du film, quoi. Toute cette enquête sur des incendies criminels maîtrisés au poil de fion, avec des backdrafts, avec des retours de flammes et tout. Ça aurait pu être une sorte de polar ou un film noir, en fait. Ça aurait pu. Si on s'était pas attardé sur cette relation entre frères qui fonctionne, ça va, et surtout sur les drames personnels de chacun d'entre eux. Encore William Baldwin, ça, ouais. Il n'y a pas trop de trucs, une sorte de cul, on s'en fout. Mais comme je te disais, moi, j'ai pas, même si j'adore Kurt Russell, son personnage m'a saoulé parce que il y a toute l'histoire. Qui n'est pas forcément inintéressante, mais là qui est décrite de manière assez cucu, où le mec est divorcé, il vit dans un bateau, il vit dans un bateau sur terre, tu vois, c'est le bateau de son père qu'il est en train de retaper. Et en fait, c'est son appart, quoi. Il a quitté sa maison, il a quitté sa femme, quitté son môme. Il s'est fait foutre dehors. Parce qu'il a tout donné pour son travail. American Way of Life. Ouais, je sais. Non, mais c'est un peu le côté comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien, je l'interprète de manière où en fait, il n'arrive pas à avoir une vie normale, une vie qu'à travers son travail. Ce qui est intéressant, tu vois. D'un côté, tu as un personnage qui, lui, arrive à avoir une vie normale, mais n'arrive pas
à s'épanouir professionnellement. Tout à fait, Et ouais. t'en as un autre, t'as Kurt Russell qui s'épanouit complètement professionnellement, mais qui du coup n'arrive pas à avoir une vie normale. Du coup, t'as deux frères qui se complètent complètement l'un l'autre. Ouais. Ça, c'est une très très bonne idée. En revanche, le drama autour de Kurt Russell, je trouve, est assez gnangnan. Et en plus de ça, son ex-femme, lui reproche de trop travailler. Et en plus, je peux pas. Tu prends des risques. Et... Tu la caricatures. Moi, je la trouve C'est beaucoup le- plus mais le froide. film, Non, le non, film je trouve caricature je trouve sa complètement. femme beaucoup moins caricaturale. Je la trouve beaucoup plus froide. Elle est froide. Non, mais- Et ça, c'est intéressant quand même. Enfin, on parle C'est un une troisième, quatrième rôle. Elle a une scène en effet. Au contraire, moi, je la trouve froide. Je la trouve. Bah oui. Elle est totalement consciente que son mari est addict à ça et ça remet une petite couche. Moi, c'est des personnages féminins qui me saoulent, tu vois. J'ai eu à peu T'as près. pas besoin de. En fait, désolé, personne, mais dans des films comme ça, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin, en fait. C'est pas que t'en as pas besoin, ça peut toujours apporter quelque chose, C'est- sauf que là, ils sont pas traités, donc du coup, c'est juste un personnage pour avoir un personnage Ce féminin. sont tout le temps les mêmes personnages. Exactement. Que ce soit un pompier ou que ce soit un soldat, moi c'est un problème aussi que j'ai eu avec American Sniper de Clint Eastwood, qui est un très chouette film, il n'y a Ouais. pas de problème. Mais moi j'en ai marre dès qu'on traite là c'est des pompiers, mais de militaires et tout, machin, d'avoir des veuves éplorées ou des nanas qui sont là, est-ce qu'il va revenir, je ne sais pas, qui sont là juste pour verser des larmes. C'est comment c'est fait. Et C'est en fait, comment c'est fait, c'est et l'approche. là, je trouvais le personnage de Kurt Russell intéressant. Enfin, le côté addict qu'il a, le fait qu'il s'épanouisse dans sa profession, qu'il soit un peu un pompier super-héros, mais qui a aussi ses failles, c'est-à-dire qu'il va quand même un petit peu perdre la confiance de ses subordonnés, enfin de ses collègues en tout cas. Parce qu'il prend trop de risques. Parce qu'il prend trop de risques, parce que c'est une tête brûlée, ça c'est vachement bien. Qu'il ait échoué à avoir une vie de couple, un mariage solide et à élever son enfant à cause de ça, je trouve ça très bien. Mais d'avoir sa nana qui l'a largué, pas parce qu'il est addict ou quoi, mais juste parce qu'elle s'inquiète. Pourquoi je parle de Backdraft? Parce que aussi j'aime beaucoup un film qui s'appelle Ladder 49, Ladder 49, Ladder, Ladder comment ça, 49. Ladder, Ladder, ouais, d'accord. qui est avec Joaquin Phoenix et John Travolta. Parce que quand tu rentres dans un univers si cloisonné que tu connais pas trop, à part dans W9, si vous regardez ces grosses merdes dans 4 exclusifs ou des merdes comme ça, où tu as envie d'être dedans, c'est ça, c'est les petits. C'est comment ces mecs-là qui vivent 100% pour leur taf, quoi. Alors que la plupart d'entre nous, ils vont, voilà, 7 heures ou 8 heures dans le taf, et on passe à autre chose. Eux, c'est du non-stop et c'est une vie à part entière, quoi. Enfin, c'est. Encore une fois, tu es devant un film qui va faire l'apologie, qui va valoriser la profession, qui va vraiment se poser en mode un peu propagande sur les professions. C'est très romancé, ça se voit que c'est très romancé. Alors, je suis d'accord avec toi sur les plans et les autres, sauf que le discours, quand même, c'est que le maire qui est démocrate, lui est plus ou moins corrompu et tous les politiques sont corrompus pour pouvoir cutter en fait le fric qui subventionne les pompiers. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais tu as le contrebalancé en disant d'où toute l'histoire d'investigation, savoir si c'est un feu volontaire ou non volontaire. Parce que, en fin de compte, tu as tous les politiques qui poussent en disant « Ah mais non, mais c'est pas volontaire, c'est comme ça, c'est l'assurance, on paye et puis on passe à autre chose. On veut pas savoir s'il y a un terroriste ou on s'en fout de ça. » Et en fait, en gros, nous, on veut juste dire, en termes de politique, que non, nous, on veut cutter dans le gras parce que vous nous coûtez trop cher. Donc, tu as aussi t'as le côté hyper fascination avec des images iconiques poussées à la mort sur, oui, le pompier qui prend sa douche et qui limite se fout petite main au cul dans l'autre dans les douches communes. C'est ça, limite. Un peu de Mais ça. dans l'autre côté, tu as aussi Kurt Russell qui perd sa famille parce qu'il se donne à fond dans ce taf pour sauver des gens. Et t'as les politiques qui veulent tout faire pour cutter parce que ça coûte trop cher, les pompiers. J'aime cette idée-là. Parce que Top Gun, par exemple, qui est auto-érotico mes couilles, où on se touche la nouille pendant qu'on joue au volleyball,
là qui rentre dans plein dedans. Là, je trouve qu'il y a au moins une petite sous-explication un peu légitime en disant ouais, mais Ouais, un petit côté social. un tout petit peu où on explique que bah c'est pas si facile que ça quoi. Mais tu vois, enfin, les héros du quotidien face à la bureaucratie, genre, je sais pas, immobile, tu vois, Ouais. et envahissante. Bah, c'est un truc typiquement années 80 que tu retrouves évidemment dans Rambo 2, je pense que c'est l'exemple parfait, tu vois. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est si c'est très pertinent. Tous les mécanismes en fait de l'enquête. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté vraiment enquête criminelle dans le film. Je trouve que ça fonctionnait très bien. Euh, Tout ça, j'ai vachement aimé. Maintenant, toute l'histoire avec le politicien qui a une espèce de société écran pour racheter des casernes et virer des pompiers pour faire des économies et rien que pour se faire de la thune. C'est un bon, ça peut être un bon ressort, tu vois, un enjeu et tout, et c'est bien de dénoncer ça si ça existait à l'époque, parce que j'imagine que ça partait très certainement de faits, pas forcément de faits divers, tu vois, mais de trucs très actuels à l'époque où le film a été fait. C'est bien d'en parler, mais j'aurais préféré plutôt que ce soit une menace un peu plus implicite, tu vois. Parce que, bon, ce personnage de politicard, il était clairement présenté comme le méchant Oui. euh, dès le début. Pourtant, ce n'est pas lui qui commet les crimes. Euh, il en est responsable très indirectement. Oui, Le truc, c'est que la personne qui commet les crimes, je vais pas vous révéler qui c'est, non. mais elle, par contre, est érigée limite à la fin comme un héros, tu vois. Ouais. Et on rapporte absolument tout sur le politicard. Ok, qui est une ordure. Bien sûr, c'est une ordure. Mais je trouve ça un peu limite comme. Je trouve ça limite. Pour moi, Ouais, un ça petit peu. pue un peu les chaussettes d'Eastwood. Mais Tu oui, vois parce ce que je veux dire? oui, parce Mais que ça Clint sentait Eastwood, le bout des chaussettes d'Eastwood qui balance. Voilà. Voilà. Oui, Il y a non, le mais petit voilà, sourire. non, mais Elle a fait un petit sourire. non, mais je suis d'accord, mais le côté, comme je disais tout à l'heure, hein, le côté héros du quotidien face à l'administration, ça c'est un truc qu'on retrouve tout Voilà. le temps. Mais alors, là, en plus, tu as le côté camaraderie des pompiers. Ouais. Tu as quand même enfin, là, je spoil complètement. Mais, Ah merde, vas-y, arrête de spoiler. C'est mais une non, scène. mais t'as clairement un groupe de personnes qui va défendre leur pote alors que c'est un criminel Ouais. et l'ériger en héros. Ouais. Voilà. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, Non, non, oui, mais oui. voilà, c'est- Parce que c'est les petits gens, quoi. Moralement, oui, parce que c'est des petites gens et parce qu'il avait des raisons. Bon, ces raisons, tu peux les entendre ou tu peux pas les entendre. Évidemment, rien ne va légitimer ce genre de truc. Non. Mais t'as tout ça pour dire que t'as toute cette enquête criminelle pour choper ce tueur, c'est ce pyromane psychopathe qui utilise des stratagèmes très sophistiqués pour commettre ses crimes. Hein. Ouais. Ah oui, qui- c'est un vrai mec, quoi. Ça, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Il y avait tout un côté. Le contrôle du feu, quoi. Oui, le contrôle d'une contrôle bête du que tu feu, peux pas contrôler, et, quoi. le personnage de Niro, c'est un peu la police scientifique, tu Ouais, vois, qui tout va à fait. vraiment analyser les résidus de cendres, de suie et tout. C'est génial. C'est ça qui est vraiment cool. Mais du coup, t'as envie qu'il le coince, ce putain de connard. T'as été déçu. Ils finissent par le coincer. Moi, j'ai pas été déçu. Enfin, Ah ouais on a son identité à ce gars. Ouais. Et je trouve ça cool. Enfin, Putain, je suis déçu, moi. que ce soit ce personnage-là, avec ces raisons-là, Mhm. qui en plus est un personnage qu'on voit dans les premières scènes. Ouais. Tu le vois du début à la fin. Ah ouais, qui est un personnage assez important et qui en plus te paraît vraiment inoffensif du début à la fin du film, quoi. Ouais. T'aurais pas forcément pu soupçonner que c'était lui. Ouais, tout à fait. Ça, c'est très cool. Parce qu'on te hint Euh, sur des personnages que tu vois trop c'est ça. caricaturés. Et le film, à la fin, légitime presque en fait ses actes. Et en C'est- tout cas, ouais. reporte les actes sur ce politicien et pas sur ce personnage. Et ça, je trouve ça limite moralement. Mais bon, hein, tu vas pas juger un film sur la morale qui. Et petite anecdote, le cascadeur était tellement impressionné par le travail de Kurt Russell de William Baldwin qu'il les a crédités en tant que cascadeurs. Sérieux?
Bravo à eux. C'est beau, putain, ma gueule. Ils ont vraiment foutu le feu, donc. Ah ouais, non, mais ça se voit qu'ils n'ont pas eu recours à l'image de synthèse. Non. Et Bah, c'est marrant qu'ils aient Déjà testé. que le feu en image de synthèse aujourd'hui, en 2020, c'est limite. C'est vrai. Alors en 91, j'ose même pas imaginer. Mais ouais, s'il y a vraiment, je pense, un truc à retenir de Backdraft, qui est un film, enfin, que j'ai trouvé très plaisant. J'ai absolument pas passé un mauvais moment devant, et c'est complètement recommandable. Et ça allait en grande partie pour ces scènes-là. Ouais. Allez, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi, c'est Ouais. tout pour Backdraft. Ok. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la troisième partie, dans laquelle Nico et moi allons vous parler chacun d'une œuvre, qui peut être un jeu vidéo, un bouquin, un album de musique, une bande dessinée, absolument tout ce qu'on veut. Je me propose de commencer, si ça ne te dérange pas. Ça me dérange, mais j'acquiesce. Super. Voilà. Il y a une bonne ambiance, hein, comme vous pouvez le remarquer. Cool. Et bon, ben moi, une fois n'est pas coutume, hein, je vais encore vous parler d'un jeu vidéo. Ça ne fait jamais que la troisième fois. Mais cette fois-ci, je vais vous parler non pas d'un triple A comme la dernière fois avec Star Wars Jedi Fallen Order, mais d'un jeu qui s'appelle Kingdom New Lands, Oh. qui est sorti en 2015, qui est développé par deux jeunes développeurs qui s'appellent Thomas Vandenberg et Marco Benkeil, qui répondent respectivement au pseudonyme de Noyo et Licorice, et qui a été édité par Raw Fury en 2015 donc. Donc l'origine de ce jeu, en fait, c'est un jeu développé sous Flash en 2013 par Thomas Vandenberg et Marco Benkeil, donc les deux développeurs donc, du jeu dont je suis en train de vous parler maintenant. Jeu Flash d'ailleurs qui est toujours disponible sur le site de Noyo et que je vous conseille d'essayer si jamais je parviens à vous donner envie de jouer à Kingdom New Lands, qui comporte déjà pas mal d'éléments qu'on va retrouver ensuite. Et pourquoi je vous conseille d'y jouer? Tout simplement parce que Flash va bientôt être banni des différents navigateurs. Oh merde. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais pas, sans doute plus personne ne développe dessus et tout, mais bientôt on pourra plus rien faire sous Flash, on pourra plus rien développer sous Flash, et je sais même pas si les jeux Flash seront à nouveau disponibles. Donc si vous voulez le tester, allez-y. Ça s'appelle Kingdom, vous tapez Kingdom Noyo, N-O-I-O, et vous pourrez jouer à cette ébauche, cette esquisse de Kingdom New Lands. Donc après avoir développé ce jeu Flash en 2013, ils sont approchés par un studio indépendant suédois qui s'appelle Raw Fury, qui est un studio qui est composé d'anciens membres de EA, d'Electronic Arts, et surtout de EA Dice. EA Dice, qui a développé des jeux comme les Mirror's Edge par exemple, moi que j'aime beaucoup, mais également comme les nouveaux Star Wars Battlefront, Ou Battlefield Bad Company que j'adore. Battlefield, Bad Company, les Battlefield en règle générale, Ah oui, c'est eux? Ah putain. qui contactent Noyo et Licorice dans le but de fignoler leur jeu Flash pour le rendre commercialisable, ce qui donnera naissance à un jeu sorti en 2015 qui s'appelle Kingdom, donc comme le jeu Flash, mais avec des graphismes un petit peu plus, un peu retravaillés, et qui deviendra par la suite Kingdom classique. Voilà. Pourquoi c'est devenu Kingdom classique? Tout simplement parce que avec le temps qui est passé, plusieurs mises à jour ont été rajoutées à Kingdom, qui est devenu Kingdom New Lands. Kingdom New Lands n'est pas vraiment une suite de Kingdom classique, Ok. c'est plutôt une sorte d'auto-remake, en fait, de remake de Kingdom avec des éléments en plus. Ok. Donc le principe du jeu, à quoi on joue lorsqu'on joue à Kingdom New Lands, on joue à un jeu de stratégie de type Tower Defense. Donc le Tower Defense, c'est un sous-genre du jeu de stratégie qui consiste à avoir un territoire et à le défendre contre des vagues d'ennemis successifs. Ah, ok, cool. On incarne un roi ou une reine, appelé le monarque, sur sa monture, qui peut être un cheval. On commence le jeu en fait en incarnant ce roi ou cette reine sur son cheval, dans un territoire vierge, composé de plaines et de forêts. C'est un environnement en 2D, vu de côté, donc un petit peu à la manière d'un jeu de plateforme, un petit peu rétro. On est dans le pixel art. Donc on a la possibilité de se déplacer librement et uniquement de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir sauter, aller en hauteur ni en bas. Il ne va pas y avoir de notion d'axe Z.
Ok. Donc on va juste devoir se déplacer de gauche à droite dans cet univers-là, sur cette carte, qui fait en fait que le jeu peut être joué uniquement avec 3 touches. Oh yeah. Ça, c'est ça qui est assez formidable. On a les touches gauche-droite pour déplacer notre personnage, Ouais. et la touche du bas pour interagir en fait avec l'environnement. Ok. Et c'est tout. Cool. Ce qui est quand même un parti pris assez culotté, je trouve. Tu Génial. vois, c'est un gameplay qui est très minimaliste, mais qui va complètement suffire à t'immerger en fait dans ce jeu. Donc voilà, tu incarnes ce monarque, tu te déplaces à gauche et à droite dans cette carte. Le but du jeu, ça va être de construire ton royaume, de le développer, de l'étendre, et vu qu'on est dans un tower defense, de faire face à des vagues d'ennemis qui vont arriver successivement. Donc tu vas à gauche et à droite, mais la touche d'en dessous, elle te permet de... La touche d'en dessous, elle te permet de développer ton royaume, en fait, la touche d'en dessous. Ok. C'est-à-dire que pour développer ton royaume, ça va te demander de l'argent. L'argent, c'est juste des petites pièces que tu récupères dans la carte, un petit peu à la Mario, quoi. Ok. Sur le côté haut droit de ton écran, tu as une bourse. Et à chaque fois que tu vas ramasser une pièce, elle va se mettre dans ta bourse, et ta bourse va se remplir comme ça jusqu'à ce qu'elle soit recouverte de sous. Très bien. Et avec ces petites pièces, tu vas pouvoir développer ton royaume. C'est-à-dire juste l'étendre, construire des murailles, acheter des archers, des bâtisseurs et tout, machin. Il faut savoir que le jeu est assez minimaliste. C'est-à-dire que développer sa ville, développer son royaume, c'est pas construire des bâtiments, ce genre de trucs. Non, tu as différents paliers, différents niveaux de développement. En te baladant sur cette carte, tu vas croiser des PNJ, des mendiants en fait. Ce sont juste des petits bonhommes qui se déplacent de manière un petit peu aléatoire. En leur donnant une pièce, tu vas en faire des villageois. Et ces villageois, tu peux les transformer soit en archers, soit en bâtisseurs. Les archers vont décocher des flèches pour buter tes adversaires. Pour chasser aussi, tes bâtisseurs, eux, vont construire de nouveaux trucs. Donc le but du jeu, donc ça va être, je t'ai dit, d'étendre ta ville et de la protéger, comme un tower defense, de vagues d'ennemis successifs qui vont arriver. Les ennemis, ils arrivent quand? Ils arrivent la nuit. Et c'est qui? Justement, je vais t'en parler. Donc Ah, il y a un cycle jour-nuit. Ouais. Et en fait, toutes les nuits, il y a des petites créatures qui vont venir de gauche et de droite. Ça dépend des cartes. Des fois, ça arrive que d'un côté, des fois, ça arrive des deux côtés. C'est des créatures qui apparaissent depuis des portails, une espèce de portail en pierre, comme ça, qui viennent en fait te défoncer tes murailles et essayer de te voler tes ressources. Ok. Elles arrivent toutes les nuits, évidemment, de plus en plus nombreuses à chaque nuit. Ah ouais. Ouais. Il n'y a pas de fin, quoi. Bah si, justement, il y a une fin. Ok. Le but, à terme, en fait, sur quasiment toutes les cartes, ça va être de construire un bateau. Une fois que le bateau est à flot, il va partir d'un côté ou de l'autre de la map. Ok. Parce que d'un côté de la map, invariablement, il y a un quai. Une fois qu'il est au quai, tu vas pouvoir embarquer pour une autre carte. Ok. Pour retourner dans un même problématique de... Pour retourner sur une autre île, Ouais. recommencer Oh merde. à zéro, mais cette fois avec un niveau de difficulté un peu plus élevé, quoi. Ok. Cool. C'est c'est génial ça. comme idée. C'est- En c'est- gros, quand tu te fais attaquer, genre on est à la vague numéro 5, Mhm. tu sais que tu vas être un peu dans la merde. Et du coup, tu t'es obligé de reconstruire à chaque fois un peu ton château pour te protéger, ou tu peux en mettre un peu de côté pour quand même en mettre sur le bateau? Des sous, Oui. tu parles. Et une fois que ton royaume est un petit peu développé, t'as un banquier. Oh merde. C'est juste un petit personnage, un petit PNJ qui se balade de droite à gauche, comme ça. Tu peux lui filer des sous, et si tu lui files 10 pièces, il va les stocker en fait dans ton château. Il faut savoir en fait que le centre de ton royaume, c'est un feu de camp que tu vas développer. Le feu de camp devient une petite baraque avec des remparts de chaque côté. Tu le développes encore, ça va se transformer en maison un peu plus grande. Et le dernier niveau d'amélioration, ce sera une forteresse, enfin, un château fort et tout, mais toujours avec les remparts de chaque côté. Les remparts de chaque côté peuvent être en bois. Tu Ça peux va les tout. améliorer pour être en pierre et pour être de plus en plus haut.
ce sera jamais énorme le machin, hein, parce que le jeu encore une fois est assez minimaliste. Mais voilà, plus ils sont en pierre et plus ils sont hauts, plus ils sont susceptibles de résister aux vagues successives de petites créatures. Petites créatures qu'on appelle les greed. Pourquoi on les appelle les greed? Justement parce qu'ils sont avides. Parce que le but en fait ça va être de piller tes ressources. Ouais. C'est-à-dire quand un greed arrive, qu'il voit une pièce, il la prend et il rentre chez lui. Voilà. Et comment tu recrutes un villageois? En lui balançant une pièce, il devient villageois, et quand un greed attaque un villageois, il lui vole sa pièce. Du coup, le villageois redevient mendiant. Ah, génial. Ah ouais, non, c'est très cool ça. Et bon, tu peux à nouveau le recruter, hein, mais Mais tu dois lui donner une mais pièce. tu dois lui donner encore une pièce. Ok. Voilà. Et par exemple, qu'est-ce qui se passe si un greed attaque un archer? Il va perdre son arc. À ce moment-là, le greed prend l'arc, hop, et il rentre chez lui. Ok. Puis en fait, les greed ont envie de juste choper des trucs et de les rapporter à la maison. Ok. C'est très cool. C'est pour ça qu'on les appelle les greed, Ouais. les avides. Ce sont des petites créatures qui vont juste chercher à voler des trucs, à péter tes murailles. Le cran au-dessus, tu as des greed avec des espèces de masques qui sont un peu plus difficiles à buter. Ok. Après, tu as des espèces de golems. Oh, merde. Et des greed beaucoup plus gros qui vont en fait cracher des petits greed, tu vois. T'as des greed aussi qui volent et qui passent par-dessus tes murailles pour venir te prendre tes trucs. Et ça, ce sont des créatures qui apparaissent progressivement dans le jeu. C'est-à-dire, comme je t'ai dit au début, ça va être très facile. Ils vont être de plus en plus nombreux. Donc tu as vraiment une difficulté qui va croissant au fur et à mesure du temps que tu vas passer sur une carte. Cool. D'où l'utilité de se barrer le plus vite possible en fait. Du coup, quand tu retournes sur une nouvelle île, est-ce que c'est le même niveau de difficulté? On repart de zéro. On Mais repart à toi, zéro. tu as des Ben, mecs cool. Toi, tu as des mecs déjà avec toi. Ouais. Et tu as aussi les sous que tu as emportés avec toi. Ouais, exactement. Imagine si Ouais, tu je vois. pars de l'île avec une bourse pleine, Mhm. eh ben, ta bourse sera toujours pleine sur l'autre niveau. Quelle différence il y a d'une île à une autre? La première île, c'est la plus facile évidemment. Tes ennemis n'arriveront que d'un côté. Mhm. En revanche, si tu vas sur la deuxième île, tu auras d'un côté un grand portail, avec des ennemis qui arriveront de ce grand portail. De l'autre côté, tu auras la berge, donc le quai, pour passer d'une autre île. Tu auras un petit portail, Mhm. avec moins d'ennemis, mais des ennemis qui arriveront aussi de l'autre côté. Donc là, tu seras attaqué des deux côtés. Île d'après, toujours gros portail d'un côté, avec quelques petits portails aussi. Mhm. Et de l'autre côté, la berge, avec plein de petits portails. Ah, yeah. Et c'est pour ça que c'est là que la difficulté augmente, c'est que tu te mets à être attaqué des deux côtés. Et pour te barrer, ça va être de plus en plus difficile. Ok. Mais tu as la possibilité de recruter des chevaliers. Tu as la possibilité de transformer tes archers en chevaliers. Le chevalier sert à quoi? À péter les portails. Oh, ok. Voilà. Donc, et à partir de là, tu peux péter les portails, donc tu auras moins d'ennemis qui arriveront d'un côté ou de l'autre, Bien sûr, suivant où tu décides d'envoyer tes chevaliers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois que tu pètes un portail, t'es parti pour 24 heures de grosses galères. Pendant toute une journée, ce sera comme si c'était la nuit. Et là, des ennemis peuvent apparaître n'importe où, Ok. d'un côté comme de l'autre, et en quantité assez importante. Le truc, c'est que, comme je t'ai dit, les ennemis n'attaquent que la nuit. Une fois de temps en temps, t'as une nuit qui n'est pas comme les autres. Oh, shit. T'as une nuit où la lune est rouge. Ça arrive à peu près tous les 5 jours, tous les 5-6 jours, Ouais. où t'as une musique angoissante qui pop. Quand la lune est rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ennemis ne vont attaquer que d'un côté, Mhm. mais en nombre bien supérieur. Aïe. On appelle ça une lune de sang. Ok. Je peux te poser une question? Tu peux toujours essayer, T'as hein, mais... tenu combien d'îles? Moi j'ai fini le jeu. Oh, pardon, excusez-moi. Alors j'ai fini parce qu'il y a 5 îles disponibles, toujours avec un niveau de difficulté croissant, Mhm. mais tu vas pouvoir aussi avoir des bonus. En fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir changer ta monture, tu vas pouvoir chevaucher un cerf qui va aller beaucoup plus vite, un ours qui va te permettre toi-même de buter des petits lapins, de gagner des pièces comme ça, tu vois. Ok. Tu peux vraiment, donc tu peux changer de monture et ça, tu les débloques au fur et à mesure que tu passes d'une île à une autre. Génial.
Tu as aussi des éléments de décor qui vont te permettre d'augmenter la résistance de tes murailles, par exemple, les performances de tes archers Ouais, bien ou sûr. quoi. Donc voilà, si tu vas d'île en île, la difficulté augmentera, mais tu auras aussi des choses qui vont te permettre de mieux résister. Donc tu as quand même une sensation de progression. Tu n'es pas tout le temps livré à toi-même face à une difficulté qui est croissante. Même si le jeu devient très vite assez difficile, une fois que tu as pigé les mécaniques du jeu, en fait, tu peux battre les îles. Je dirais pas facilement, mais ça devient complètement possible. Si tu l'as fait, c'est possible. Si je l'avais fait, voilà, si je l'avais, c'est possible, mais ça va te demander quand même d'échouer un certain nombre de Ouais, fois. t'as galéré, t'as passé combien de temps? J'ai fini le jeu alors que j'étais à 35 heures de jeu, Putain, ouais, quand même. et là j'en suis à une cinquantaine. Oh putain. Le truc, c'est que tu n'arrives pas à décrocher Ouais. à ce putain de C'est jeu. le challenge, quand même. C'est le challenge. Et le truc, c'est que bon, il y a 5 îles. Une fois que tu as réussi à battre ces 5 îles, tu as un générique de fin. Mhm. Et tu en as une 6e qui se déverrouille. Et la 6e, par contre, est abominable. Ouais. C'est-à-dire que dans toutes les îles, tu as des portails à droite et à gauche, et tu as toujours un des deux côtés où, à la toute fin, à l'extrémité, tu as un port Ouais. qui te permet de fuir cette île pour aller à une autre. Là, tu n'as pas les ports. Ah, donc c'est sympa. C'est pas que c'est sans fin, le but du jeu, c'est de détruire tous les portails. Ok. Oui. Ok. Je sais pas si vous arrivez vraiment à vous imaginer le jeu tel que je le décris, mais encore une fois, je le redis, on incarne un personnage dans un environnement où on ne peut aller que à gauche et à droite. C'est du pixel art, et c'est justement un truc qui moi m'attire pas forcément. Je suis pas du tout fan du pixel art en fait. Moi j'aime bien les jolis jeux. Triple A. Les triple A, haute définition, je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup les jeux indépendants, il n'y a pas de problème. Mais le pixel art, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je suis assez peu attiré par les vieux jeux, entre guillemets. Je fais pas de rétro gaming, par exemple. J'ai absolument rien contre, mais c'est pas quelque chose qui m'attire de tester de vieux jeux comme ça. Et le fait, oui, de faire du pixel art, de faire du neuf avec du vieux, c'est quelque chose qui m'attire pas forcément non plus. Sauf que là, ça a une patte visuelle assez identifiable, quoi. Le jeu est magnifique. Ça reste du pixel, mais ce sont de très 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 beaux pixels déjà, Ah, bien. tu vois. Les couleurs sont très très chatoyantes, les animations sont magnifiques. Il y a un gros travail sur le sound design et sur la musique également, qui sont des musiques très posées, qui peuvent un peu rappeler les musiques de Minecraft par exemple. Ça va être assez minimaliste, encore une fois, ça va être des petits trucs au piano, Ouais. ou quoi que ce soit, mais ça crée une ambiance qui est tout de suite très 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 chaleureuse et inquiétante quand ça doit être inquiétant. Et encore une fois, c'est un jeu de stratégie qui va vous tester, qui est un petit peu punitif, mais qui est valorisant, quoi. Je veux dire, qui valorise absolument chacune de tes réussites. Et c'est extrêmement addictif, quoi. Ouais. C'est très 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 addictif. Je vois ta gueule, là, t'as l'impression d'être sous crack, quoi, en fait. J'arrive pas à décrocher de ça. J'ai passé 55 heures dessus. Une fois que j'ai terminé le jeu, j'ai commencé à écrire ce texte. Et je me dis, bon, une fois que je l'ai terminé, voilà, j'en ai fait un petit peu le tour. Ah, Je mais n'arrive t'as pas à recommencé décrocher à ce truc. De quoi? T'as recommencé? J'ai recommencé, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'es barré d'une île, Ouais. tu peux aller sur une autre île et tu peux revenir sur les îles d'avant. Ouais, c'est comme des chapitres, quoi. Tu peux aller Ouais, quand tu veux. c'est ça, Après, tu peux choisis, quoi. tu peux complètement évoluer comme tu veux. En revanche, comment tu perds en fait à ce jeu? En fait, les monstres t'attaquent Ouais. et quand ils t'attaquent, tu perds les pièces que tu as dans ta bourse. Une fois que tu as plus de pièces et que tu fais attaquer, tu perds ta couronne. Ah, merde. Et si un greed prend ta couronne, game over. Ok. Ce qui peut arriver très vite. Oui, j'imagine, ouais. Donc voilà, Kingdom New Lands, c'est un jeu que je vous recommande très très chaudement. Il y a eu une suite à Kingdom New Lands qui s'appelle Two Crowns, qui cette fois permet de jouer en multijoueur. C'est-à-dire, on est deux monarques dans la même carte et on va devoir développer le truc. Moi j'avoue que je suis assez tenté par le truc, et d'après ce que j'ai entendu dire, le niveau de difficulté est encore supérieur. Ah ouais. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Pour l'instant, j'aime bien évoluer dans New Lands.
Mais voilà, c'est un jeu que je vous conseille très très chaudement, que vous pouvez avoir pour 2 euros sur des plateformes que je ne citerai pas. Si vous aimez la survie, si vous aimez le pixel art, même si vous n'aimez pas le pixel art, parce que moi je n'aimais pas le pixel art au début, foncez là-dessus, ça vous occupera pendant de longues heures et vous en serez très 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 satisfait. C'est tout pour moi pour Kingdom New Lands. Maintenant, je vais te laisser, Nico, nous parler de ta 3e œuvre. Ouais. Qui n'est pas un jeu vidéo, qui n'est pas un film, qui est une œuvre à part entière. C'est un trailer, enfin, c'est une bande-annonce. Pourquoi je voulais parler de bande-annonce? Parce que, en fait, au fur et à mesure, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais genre, ça fait à peu près 10-15 ans, voire 20, où les bandes-annonces sont devenues véritablement un petit œuvre d'art à part entière. Où on... Ouais. Oui, moi j'aime T'es beaucoup emballé, moi, j'aime beaucoup les bandes annonces et tout. Je trouve que c'est un exercice vachement cool. Enfin voilà, moi j'ai une formation de monteur et tout, donc j'ai été amené à réfléchir à ce genre de truc et à monter un petit peu des bandes annonces. Non, c'est vachement cool. Maintenant, est-ce que c'est des petites œuvres à part entière? Ça dépend lesquelles Eh ben, voilà, tu sais quoi, ça tombe bien, je vais te parler des petites œuvres d'art, des bandes-annonces. Très bien. Et tu seras tout à fait d'accord avec moi, parce que je t'ai fait découvrir un monsieur qui fait ses bandes-annonces, j'en parlerai tout à l'heure. Ok. Mais avant, je voulais dire, d'où vient la bande-annonce? Quand ça a été créé? Bonne question. Exactement, merci. Bon rebond. Il a été créé en 1913. En 1913. Exactement, à travers une comédie musicale Mhm. d'un producteur américain qui, juste avant ces séquences, mettait, du moins son spectacle, essayait de donner envie à travers un petit court métrage pour les précédentes, pour les prochaines comédies. Ok, mais quand tu vas à l'économie musicale, c'est comédie musicale cinéma ou Cinéma. Ouais, d'accord. Et proposait donc un petit court projection en disant que, en utilisant exactement les mêmes termes que maintenant, donc la comédie de l'année, ça va être incroyable, extraordinaire, avec les mêmes acteurs, vous allez être bouche bée. Et à l'époque, les trailers étaient au début de film, à la fin du film, excusez-moi. Donc Ok. à la base, avant, le trailer était après le film. Ils se sont vite rendus compte que ça marchait pas en fait, et que Ah, tout non. le monde se barrait après le film. Oui, Et d'où le terme trailer, d'accord. qui est en fait une sorte de camping-car derrière une voiture. Ouais, c'est une caravane, un trailer Exactement. en anglais. Ouais. Voilà. Je t'ai appris un truc là. Hein. Oui. Ah, là je suis Je me content. suis toujours demandé quel était le rapport entre les bandes annonces et les caravanes. Camping. J'ai ma réponse. Un, La deux, trois. réponse est camping. Exactement. Technologie camping. Et de nos jours, en fait, c'est l'Association nationale des propriétaires de cinéma qui décide, en gros, tout ce qui est lié aux bandes annonces. Ok. Il faut savoir, Aux États-Unis. aux États-Unis. Donc c'est la NATO, c'est ça, National Exactement. Association of Theater Owners. Voilà. Et en fait, j'ai découvert que une bande-annonce était limitée à 2h30. Enfin, pardon, à 2 minutes 30. On sent l'addiction de cocaïne et d'héroïne qui ça. revient de temps en temps par petites touches. C'est limité à 2 minutes 30. À 2 minutes 30. Et en fait, l'association délivre des permis, des Mhm. accès aux studios, aux distributeurs pour dépasser ce temps une fois dans l'année. D'accord. Une fois par studio, une fois par distributeur. Et sinon, c'est 2 minutes 30 grand maximum. Ok. Ce que je savais pas, donc j'ai appris. C'est génial. Mhm. Alors, petit jeu, tu dois peut-être savoir Mhm. le record de Des- plus de vues d'une bande-annonce sur Internet. C'est facile. Il faut trouver le film. Oui. Et après, ouais. Le record, ça doit être, je sais pas, Star Wars 7? Non. Non? Mais c'est dans le même style, c'est dans le même giron. Ouais, donc c'est un Disney. Un Avengers? Ouais. 3, 4? 4. Moi, je t'avoue que je n'ai pas compté, mais c'est Endgame. Oui, c'est le C'est 4. Endgame, ouais, d'accord. ok. 3, c'est ça? Oui, 3, 4. Non, 4. Et pour combien de millions de vues? Oula. Une Ça, fourchette. par contre, c'est de l'ordre de la centaine de millions de vues, je pense. Plus. Plus. 289 millions de vues. C'est le record. 289 millions de vues, la vache. C'est beau, en 24 heures. Rien que sur YouTube, hein, on est d'accord. Rien que sur YouTube. Ah, Et en ok. 24 heures surtout. Donc c'est assez impressionnant. Donc ça prend vraiment, les bandes annonces prennent vraiment une place incroyable sur le paysage cinématographique. Et surtout, ça pousse aussi les jeunes prépubères à parler d'un film avant de l'avoir vu. C'est ça qui est toujours intéressant.
C'est les gens se battent dans les commentaires pour se dire ah bah non ils ont pas ça machin alors qu'ils ont vu que 2 minutes 30. Je trouve ça toujours rigolo. Ouais. Pour revenir à ce que je disais, en fait, je voulais vous parler d'une bande-annonce qui est assez particulière. C'est celui de Social Network, qui est déjà un film extraordinaire, de David Fincher et écrit par Aaron Sorkin. Et je voulais en parler parce que à l'annonce du projet, ça a fait vraiment débat. L'annonce de ce film, tout le monde est tombé sur Sorkin et sur Lynch, sur Fincher. Parce que c'est vrai que c'était vraiment la mode des bioépiques un peu qui tirent sur la corde, un peu larmoyant, mettant en avant l'artiste ou la personne dans laquelle on va dépeindre. Je sais pas, il se faisait quoi comme biopic à l'époque, au moment de... Qu'est-ce qui se faisait avant? Bonne question, mais c'était en 2000. L'annonce s'est faite en 2008. Ouais, 2008-2009. Donc on a eu Ray Charles, on a eu du gros biopic. Je t'avoue que là j'ai rien en tête, mais je sais pas, Walk the Line. Ouais, c'est toujours plus ou moins à la mode les biopics. Hein. Ouais, ça a toujours été, mais t'as eu un Elvis. Ouais. Enfin, t'as eu la dose. Et en fait, tout le monde est tombé dessus, journaliste, alors que juste à l'annonce de faire un biopic sur Mark Zuckerberg. Et je t'avoue que moi aussi, je me suis dit, putain, merde, qu'est-ce que t'as raconté sur un mec qui est multimilliardaire et qui est omnipotent et qui a le contrôle sur tout. Sa progression, en plus, on le connaissait que depuis 5 ans, quoi. Donc, je savais pas trop sur quoi ils allaient parler. Et en fait, le 25 juin 2010, soit 3 mois avant la sortie ciné, le studio balance la bande-annonce. Et là, tout le monde tombe sur le charme du projet. Tout le monde est dingue de chez dingue du projet, avec une hype de dingue. Ça fait beaucoup de dingue. Parce que, en fait, c'est le travail donc d'un artiste du genre qui s'appelle Mark Woolen, qui en fait est une société spécialisée. Il a sa propre société qui s'appelle Mark Woolen Associates, qui en fait c'est un monteur de toutes les plus belles bandes annonces que tu peux trouver. Je vais te donner un petit florilège. T'as The Serious Man. Je t'avoue que j'ai plus en tête l'abondance de Serious Man, mais vas-y. La liste de Schindler. Ouais. Moonlight. The Revenant. Ok. Ex Machina. Et Garden State. Moi, j'adore. Déjà, c'est plutôt tous des bons films. Hein, c'est toujours des bons films. Enfin, pas toujours. Hein. J'ai vu que 2-3 merdes. Mais sinon, ouais, voilà. Là, je t'ai juste balancé les noms les plus ronflants. Mais je trouve ça hyper intéressant. C'est qu'en sachant ça, après, tu regardes un peu sur son site, où tu peux retrouver toutes les bandes annonces. Et elles ont tous à peu près le même thème. C'est en fait la patte de Marc. Ouais, je l'appelle Marc. Et c'est d'utiliser un cover song, généralement assez connu. Ouais. Notamment dans Social Network, c'est Creep de Radiohead. Et en fait, de prendre un cover de cette musique-là et de créer véritablement une histoire dans cette bande-annonce. Et essayer de contrebalancer le ton du film. Essayer de surprendre à travers la bande-annonce. Et je trouve ça assez sympathique. Enfin, du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une œuvre à part entière. Parce que quand tu es monteur de cinéma, ce que j'ai découvert un peu avec ces recherches-là, c'est que t'as pas accès à toute la bande, t'as pas accès au film. En fait, on te donne. Quand t'es monteur de bande-annonce, t'as pas accès. T'as juste des rushs et tu te démerdes. Ouais. Pendant que toi tu montes la bande-annonce, soit ils sont encore en reshoot, ou soit ils continuent de tourner, ou soit ils ont fini mais ils sont en plein montage. Donc tu connais pas vraiment le ton du film. T'as le réal qui vient, si t'as de la chance, une fois pour t'expliquer un peu ce qu'il voudrait. T'as le distributeur et t'as le studio. Mais sinon, c'est à toi de faire un peu, de trouver ta patte et à comprendre à travers les rushs quel serait le ton du film. Ouais. Ça c'est hyper intéressant. Enfin, comme boulot, je trouve ça extraordinaire. Ah, c'est sûr. Et pour la bande-annonce de The Social Network, c'est vraiment une bande-son géniale qui est en plus par une chorale belge. C'est la Scala and Calcini Brothers. Excusez-moi si j'ai charcuté le nom. C'est pas très belge, comme c'est pas très belge. Mais c'est une magnifique musique, une belle reprise. Et j'avoue que je me suis refait pas mal de ces musiques parce qu'elles ont été prises après cette bande-annonce dans beaucoup d'autres projets. Ils ont fait un cover de The Doors, ils en ont fait pour
une marque de bagnole. Enfin, ils ont vraiment enchaîné, quoi. Mais la bande-annonce dont tu es en train de parler, alors, Ouais. parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs des bandes-annonces de Social Network, c'est celle où les photos de profil des gens forment en mode Exactement. mosaïque Donc, le visage de... Ouais, c'est Jesse exactement ça. Eisenberg. C'est tout le début. Et en fait, c'est que des profils de Facebook. Hmm. Et il faut savoir que c'est des vraies personnes qui ont accepté de donner leur droit à l'image pour cette bande-annonce-là. Ouais. Et en effet, donc c'est une succession de profils d'humeur comme ce qu'on peut retrouver sur Facebook. Et petit à petit, tous les visages se transforment en l'image iconique de Mark Zuckerberg, qui est sa photo de profil, même, il me semble, où on le voit presque triste, désabusé et l'air ahuri. Ouais. Je dirais ça, moi. Ouais. Et c'est une progression avec cette musique en fond. Et tout d'un coup, ça cut après ce visage-là. Et on découvre des images de Mark Zuckerberg à Berkeley où on comprend très rapidement en fait le personnage en 3 scènes, on l'a compris dans la bande-annonce, où c'est une vraie revanche sur la vie, où il trouve c'est un outsider et il veut faire partie de la plèbe. Enfin, il veut faire partie de l'élite plutôt. Et petit à petit, ouais, c'est vraiment un enchaînement de séquences qui montre l'évolution du personnage jusqu'à ce qu'il devienne un milliardaire omnipotent. Et au fur et à mesure de la musique passe, au fur et à mesure des séquences, tu te rends compte. En fait, c'est un petit film dans l'un parce que tu vois l'évolution du personnage et tu as une tristesse du personnage principal qui se ressent, l'isolation, les écueils qu'il va trouver sur son chemin, les procès, et je trouve ça juste extraordinaire. Yes. Donc le trailer est un petit chef-d'œuvre. Il a remporté le prix du meilleur trailer de la décennie quand même, ce qui est pas si mal. Toutes les bandes annonces sont trouvables de Mark Whelan et trouvables sur son site, donc ça il faut vraiment le dire. Et si un jour tu fais ton petit film et tu veux demander à Mark Whelan de te faire un trailer, t'as de coûter combien à ton avis? Ah bah le gars, j'imagine qu'il doit prendre quand même pas mal, je sais pas, $10 000, non? Ça c'est pour ses chips à côté, quoi. Ouais. Non, Attends, c'est du million? Non, quand même pas. Non, c'est entre 250 et 500 000 euros. Dollars. Waouh. Ouais, Ok. pour une bonne annonce. 250 et 500 000 $. Et c'est pas forcément Très lui bien. qui va la monter, quoi. Donc, parce qu'il a toute une Ah, en équipe, plus, voilà. Ouais. C'est lui qui chapeaute. mais- Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce serait intéressant de voir un peu s'il y a des monteurs de bande-annonce, des artistes comme ça de la bande-annonce. Moi, j'en connais peut-être une qui a fait quelques bandes-annonces assez sympas, qui s'appelle Jen Horvath, qui avait monté le super trailer de Man of Steel, Ah. le 3e trailer de Man of Steel que Ouais. j'adore. Pourtant, c'est un film que je déteste, mais enfin que j'aime pas du tout. Mais, Ouais. mais le trailer est absolument super. Elle doit avoir aussi monté des trailers pour les Star Trek de J.J. Abrams. Cool. Ouais, enfin, vous tapez son nom, Jen Horvath, sur Google et vous tomberez sur son site. Mais ouais, enfin, c'est vrai que c'est des gens qui ont quand même une patte artistique, quoi. Enfin, parce que Ouais. Et outre le fric qu'ils se font, c'est aussi des gens qui ont déjà une patte extrêmement forte et qui ont accepté, peut-être par défaut, ce boulot-là, quoi. Parce que quand tu vois les trailers que fait Mark Whelan, tu pourrais très bien le mettre se dire qu'un jour il va réaliser son film. et le mec n'a pas monté de long métrage. Enfin, il a pas été. Non, il a pas jamais. été- Il est vraiment resté que dans les bandes annonces. Il a monté un film quand il était tout jeune, mais c'était un film qui n'a jamais été diffusé au cinéma. Ouais, j'imagine. Et en fait, il s'est juste fait connaître pour ça. Mais foncez, regardez la bande-annonce de Social Network, celle de Garden State aussi, moi, vraiment, je l'adore. Foncez et puis allez voir le film surtout. Oui, c'est sûr. Qui est une pépite, un chef-d'œuvre. Je sais pas comment vous dire. Une petite tuerie. Tu disais que la BA, elle avait eu le prix de la meilleure BA de la décennie, c'est ça? C'est ça. De Social Network. Ouais. Récemment, dans pas mal de podcasts que j'ai écoutés ou quoi, qui listaient les meilleurs films de la décennie précédente, donc de 2010 à 2020, Ouais. Social Network apparaissait tout le temps dans les top 5. Damn, quel est le premier? Le premier, ben,
dans ce que j'ai écouté, ben c'était ça aussi entre du Mad Max Fury Road, ce genre de truc, tu vois. La bande-annonce de Mad Max, c'était incroyable. La bande-annonce de Mad Max qui était très 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 bonne et qui est complètement raccord avec le film aussi. Ce sont les mêmes effets sonores, la même musique et tout. Hein, c'était vraiment très très bon. Mais c'est vrai que il y a énormément de films pour lesquels les bandes annonces sont extraordinaires et sont même meilleures que le film au final. C'est rarement le cas parce que une bande annonce après, enfin voilà, on en parle comme d'une œuvre d'art, mais une bande annonce c'est comme une affiche, ça n'est pas une œuvre d'art. Une bande annonce c'est un outil commercial. Il faut et c'est parce qu'il y en a certaines qui sortent un petit peu du lot que là on les retient et tout et qu'on consacre des parties de podcast. Tout à fait. À cet exercice. Et tu allais dire, Nico, parce que je t'ai coupé. Non, j'allais me marrer parce que je pensais que t'allais me parler encore de Man of Steel que tu détestes. Ça, je crois que tout le monde avait bien compris ça. Ouais, vous le savez, voilà. Bon, mais non, je mais le dis maintenant. Vous inquiétez pas, on va faire un petit visionnage ensemble de Man of Steel, on va bien se marrer. Ouais, une capsule en mode Jumanji. Ouais. Sur Man of Steel. Sur Man of Steel. Oh, ouais. Putain de merde. J'ai regardé Jumanji 2 pour toi, tu vas regarder Man of Steel, man. Mais tu l'as pas regardé pour moi, tu l'as regardé parce qu'on a dit qu'on ferait un épisode dessus, et moi aussi je l'ai regardé pour l'épisode, tu l'as regardé pour l'épisode, le film, pas pour moi. Voilà. On va dire ça. Mais non, d'accord, mais on peut pas faire une capsule uniquement sur Man of Steel, il faut contrebalancer avec un autre truc. La quadrilogie, Superman. Ça veut dire devoir se taper Superman 3, Quest for Peace, la Canon. La Canon, on va se marrer avec des bières. Ouais. Returns, le Brian Singh. Ah merde. Ouais. Moi je l'aime bien. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vu, mais je l'aime bien. Ça fait 15 ans que tu l'as pas vu. Bon bah très bien, de toute façon on digresse, mais vous allez en avoir droit à cette chose. Vous allez y avoir droit, c'est sûr. Nous aussi. Bon ouais, c'était tout pour moi, merci de m'avoir écouté. Merci, rappelle-nous peut-être le nom du monteur de la bande-annonce. Mark Woolen. Woolen, comme de la laine. Woolen. Mais c'est vrai que c'est wool comme de la laine. Comme quoi. de la laine, quoi. Ouais, Woolen. Formidable. Je leur dis. Bah écoute, non, c'est bon. Je crois que le message est passé. Bah écoute, merci Nico de nous avoir fait découvrir cette bande-annonce, et si pas cette bande-annonce, au moins ce monteur de bande-annonce. Et je pense qu'on arrive doucement à la fin de ce podcast. Donc merci à vous de nous soutenir, d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici, si vous arrivez jusqu'ici. Ouais. Le prochain épisode de Lock and Pop est en cours d'écriture. En tout cas, moi, je commence petit à petit à écrire, tout simplement. Faut savoir que tu vas partir en vacances, donc. Je vais partir en vacances dans quelques jours, donc bon, celui-là, voilà, on sait pas vous dire exactement quand est-ce que le prochain débarquera. Mais on bosse toujours dessus, parce qu'on s'amuse bien quand même à enregistrer ce genre de trucs, surtout que maintenant on a un petit peu de matos un peu plus pro que d'habitude. C'est grâce à Tipeee, ça, hein, les $1 million qu'on a récupérés. Oui, c'est ça, Kickstarter, Tipeee. Du coup, on part aux Bahamas. C'est ça, oui. Ah oui, moi je pars aux Bahamas avec votre argent. C'est génial. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour ça. Et voilà, écoutez, on vous souhaite un très bel été, qu'on espère déconfiné. Et on vous fait un gros bisou, on vous dit à la prochaine fois. Et en attendant, regardez de bons films, jouez à de bons jeux, lisez de bons bouquins, regardez de belles bandes annonces. Et nous on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye tout le monde, ciao.